Alors, on n'a pas la cloche, hein, mais c'est comme si c'était fait. La séance s'ouvre. Donc nous allons commencer la séance avec une communication de la professeure Isabelle Oquit. Vous êtes entre Rouen et Montpellier aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Avec une petite pause. Auparavant, je vous prie de m'excuser de mon départ furtif vers un petit peu avant 16 heures pour pouvoir prendre un train pour Montpellier. Il fait frais en Normandie. Eh bien, Madame la Présidente, Messieurs les généraux, Messieurs et Mesdames du service du personnel du service de santé des armées et Messieurs et Mesdames de l'Académie de chirurgie, chers collègues, je remercie vraiment beaucoup le professeur Éric Bay qui m'a invité à présenter ce DIU de chirurgie reconstructrice des membres, premier du genre, qui va voir le jour en novembre et en partie grâce à Éric. Et à Marc Revol qui m'a fait l'amitié de venir ici. Alors, le rationnel sur la reconstruction des membres, je ne sais pas pourquoi ça sonne un petit peu. J'ai l'impression d'un bruit un peu parasite. Non? Vous n'entendez pas un sifflement? Ah, ou alors comme ça peut-être? Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc, vous connaissez tous les difficultés qu'il y a à reconstruire les membres. Alors, dans différentes circonstances, les plus, on va dire, civilement fréquentes sont les accidents de la voie publique, mais il y a aussi les reconstructions multitissulaires dans le cadre de chirurgie des sarcomes, des troubles trophiques, les escarres, des infections ostéo-articulaires majeures. Et donc, ça se rencontre, bien sûr, ces traumatismes graves dans les terrains civils et militaires. Le principe de base d'une reconstruction des membres, c'est que cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire. C'est pour ça que majoritairement, elle se fait dans les centres hospitaliers universitaires et dans le service de santé des armées. La réforme du 3e cycle, donc depuis 2017, a vu émerger une filiarisation que je qualifierais d'excessive. Parce que cette filiarisation impose qu'à l'issue d'une formation initiale en tant qu'étudiant en médecine, un étudiant, sur un clic, choisit sa spécialité. Et après, il rentre dans cette filiarisation. Là, effectivement, il rentre dans un tunnel, en fait, qui va le destiner à sa spécialisation et qu'à sa spécialisation. En clair, il y a une disparition de la chirurgie générale. Et c'est extrêmement dommageable sur le plan de la pluridisciplinarité, de la prise en charge des patients, et particulièrement ces patients complexes. Donc il y a une nécessité de dialogue entre professionnels médicaux et chirurgicaux, et plus encore d'une réflexion commune au sujet de ces patients. Alors, il faut apprendre à travailler en pluridisciplinarité, plastique, orthopédie, mais aussi réanimateur, infectiologue, médecin de la rééducation, et savoir élaborer dès le début des stratégies de reconstruction. C'est particulièrement important. Alors la problématique, c'est déjà qu'il n'y a pas de chirurgie plastique dans tous les centres hospitalo-universitaires, et dans tous les centres hospitaliers encore moins. C'est même extrêmement rare. Donc cette hyperfiliarisation qu'on a vue, il n'y a pas forcément de dialogue construit entre tous les centres, et y compris d'ailleurs entre le monde civil et militaire. Alors les objectifs de cette formation, c'est de former des chirurgiens, donc de différentes spécialités, y compris des chirurgiens pédiatres qui, souvent en tant qu'orthopédistes aussi, ont cette casquette de reconstruire les membres. C'est de former ces chirurgiens à la reconstruction pluritissulaire, de sensibiliser les uns et les autres aux contraintes de l'autre spécialité et d'assurer une coordination, c'est-à-dire déjà un dialogue et l'établissement d'une stratégie de prise en charge commune.
mais c'est également à une plus large échelle de créer un réseau orthoplastique, parce que c'est le premier DIU qui sera créé au niveau du territoire, et donc il y aura comme intervenants et d'ailleurs aussi comme apprenants des chirurgiens qui viennent de l'ensemble du territoire. Donc c'est petit à petit d'effectuer un maillage de gens qui sont intéressés à ces problématiques et qui savent se parler entre eux. Donc les intervenants, eh bien, ils seront assez nombreux, hein, des experts, parce que bien sûr, ça s'adresse surtout à des gens, hommes et femmes, qui ont un peu de cheveux blancs. Donc des experts orthopédistes, pédiatres, plasticiens, mais des mondes militaires et civils, et qui ont tous une expertise et une appétence au travail pluridisciplinaire et au travail en équipe. Mais il y aura également des MPR, des dermatologues, des psychologues, etc. Des médecins infectiologues, bien sûr. Et au départ, on a démarré sur les centres de Paris et Rouen. Donc Paris avec Adeline Cambon et Rouen, Rouen au CHU en chirurgie plastique avec moi. Et aussi Nancy, Nice, Bordeaux, Besançon, etc. Et bien sûr l'hôpital de Percy qui est compris dans Paris également. Les apprenants, eh bien, ce seront des civils, des militaires, qu'ils soient orthopédistes, plasticiens, chirurgiens pédiatres, et pourquoi pas ouvrir ensuite à d'autres spécialités. Mais là d'abord, comme dit Eric, on va d'abord essuyer les plâtres, et puis après, on verra. L'important, c'est de démarrer. Alors les internes, c'est pas des jeunes internes, hein, il faut des internes qui aient un petit peu de bouteille. Alors au-dessus de du 7e semestre, c'est sûr. Ce sera plus efficace encore, je pense, de commencer avec des docteurs juniors et au-delà, et des chirurgiens confirmés, parfois installés, qui voudront effectivement se former à cette spécialisation. Alors, c'est 77 heures de cours, hein, dont l'essentiel en séminaire présentiel, parce qu'on a mis l'accent sur les TP d'ANAT. Il y aura quelques séances en visio pour les séances qui ne nécessitent pas de mise en place d'un travail en commun. Et l'intérêt aussi de le faire en présentiel, c'est d'une part que les orthopédistes, les plasticiens, les pédiatres, tout le monde apprennent à travailler ensemble véritablement, et c'est de faire des travaux en petits groupes sur des cas cliniques. Voilà, l'état d'esprit, c'est ça. C'est faire du labo d'ANAT, mais faire du lien aussi. Alors, juste pour vous brosser un petit peu le programme, les fondamentaux sur la gestion des parties molles, avec déjà définition des objectifs. C'est souvent une étape d'ailleurs qui est loupée dans la prise en charge au quotidien. On commence d'emblée par réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire et on se lance sur une solution sans définir au préalable, ensemble, quels sont les objectifs communs. Ce qui permet, une fois qu'on a défini les objectifs, d'élaborer une stratégie et une stratégie commune. Donc voilà. Et alors sur la base, eh bien, sur cette base-là, il faudra y mettre des briques. Les briques, c'est comment se fait une cicatrisation, comment est-ce qu'on effectue une greffe de peau. Donc ça, les plasticiens, ils sauront faire ça, mais les orthopédistes, pas forcément. Et donc il y aura un apport orthoplastique. Voilà. Donc là, la première partie, ce sera sur les fondamentaux en ce qui concerne les parties molles, mais également la gestion de la brûlure, la notion de parage, et puis les TP, on fera un petit peu d'échographie sur les perforantes et on commencera à disséquer les premiers lambeaux. Le séminaire 2, alors ça va être très objectif reconstruction osseuse, ça se fera sur Paris, donc on parlera de fixation externe, les militaires feront partie également de cette session, la membrane induite, les greffes osseuses, et puis avec quelle séquence on fait reconstruction des parties molles, reconstruction osseuse, où on place les fiches, et là encore, travail en petits groupes, et parmi les TP, ce seront comment on prélève une greffe iliaque, les greffes intertibiofibulaires, fixateurs hybrides et fixateurs biplans.
Séminaire 3, plutôt tronc et membres inférieurs. Donc là, ce sera basé, en fait, ça se calquera sur les TP de l'école de chirurgie, dirigée par le professeur Béguet, et donc qui participera aussi à cette séance. Et là, ça va être un petit peu les lambeaux. Il y aura pas mal de lambeaux qui seront faits, surtout aux membres inférieurs, et sur le tronc, parce que on réglera aussi, enfin, on formera à la chirurgie des escarres, qui est aussi une chirurgie qui devient un petit peu intimiste, pour ne pas dire rare, et donc parmi les gens qui savent faire. Donc c'est important aussi. Voilà. Et de même, les pertes de substances du rachis, parce que là aussi, il y a souvent un petit peu une page grise, et donc ce sera donné des options chirurgicales pour que on puisse, pour que les apprenants puissent avoir des éléments de réponse. Et puis, séminaire 4, reconstruction du membre supérieur. Moi, je suis chirurgienne de la main, essentiellement. Donc, ça va être à Rouen, et ça va être un petit peu aussi tourné vers, pas uniquement la chirurgie, même s'il y aura des TP, bien sûr, et des lambeaux, mais là encore, stratégie, qu'est-ce qu'on fait après, la kinésithérapie, la médecine de la rééducation, les orthèses, parce que l'acte chirurgical n'est qu'un maillon dans cette chaîne de prise en charge, et qu'il faut penser à l'après. Et puis, puisqu'on parle des greffes osseuses, on parle des greffes cutanées, il faut aussi, dans la reconstruction pluritissulaire, parler des greffes nerveuses, des prélèvements tendineux, etc. Et enfin, le séminaire 5, qui lui ne durera qu'une journée, c'est gestion de l'infection, les amputations qui sont qui sont très très importantes pour les gens pour lesquels la reconstruction soit n'a pas fonctionné, soit par choix pour eux. Et donc, comment faire un beau moignon qui va pouvoir être facilement appareillé. Voilà, c'est très important. Et puis tous les abords psychologiques aussi de l'amputation et du choix pour le patient, et comment l'accompagner dans ce choix. L'évaluation, elle sera présentielle en jury. Alors d'abord avec un examen écrit par QCM, et puis au cours d'un oral où l'apprenant aura à exposer un cas clinique. Et qu'il aura lui-même, c'est un cas clinique qu'il aura lui-même traité, et une discussion. C'est pour ça qu'il faut aussi que ce soit des gens qui aient un petit peu de bouteille, et une discussion stratégique sur un cas clinique qui lui sera exposé, et on verra sa capacité en jury à élaborer justement une stratégie. Voilà, je remercie très chaleureusement le professeur Lenaine, qui a été le premier à avoir cette idée de construction d'un DU de chirurgie reconstructrice des membres en France. Il est maintenant retraité, professeur émérite à Brest, mais bon, il participera à ce DIU, mais voilà, il ne peut pas le porter au niveau national. Mais je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir confié cette idée. Et à Marc Revol, bien entendu, qui m'a formée, au professeur Éric Bay, qui m'a fait avancer sur ce chemin-là, à Adeline Cambon aussi, qui a été extrêmement motrice dans la réalisation et dans le fait qu'on ait déposé toutes les deux nos papiers à nos facs respectives, le professeur Duparc qui nous accueillera donc au laboratoire d'anatomie, et puis puisque c'est un DIU qui reposera essentiellement sur du labo d'anat, eh bien, il est important de remercier également les dons au corps et la famille des gens qui se sont portés volontaires pour ce don au corps. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Il y a une question dans la salle, je vois. Oui. Oui, le micro arrive. Merci beaucoup. Philippe Montupet, je suis un chirurgien pédiatrique parisien, mais connaissant très bien l'école rouennaise, bien sûr, et l'admirant énormément.
en particulier avec son ancien maître, M. Borde, et M. Mitrofanov, mondialement connu. Moins les orthopédistes, puisque je suis viscéral. J'ai été frappé, excusez-moi en arrivant un petit peu en retard, mais en appréciant tellement l'excellence de cette innovation et présentation dont je vous remercie. Merci, monsieur. Et à 2 reprises, je vous ai entendu citer la chirurgie pédiatrique et je me suis demandé, mais pourquoi? Et donc, voilà tout simplement ma question. Eh bien, depuis une 25 ans que j'exerce au CHU de Rouen, et en particulier dans le service d'Agnès Liard maintenant, j'ai eu à effectuer des reconstructions. Donc, pour plusieurs raisons, la chirurgie pédiatrique, parce que d'une part, les traumatismes, bien sûr, ces traumatismes pluriticulaires, ils concernent moins fréquemment les enfants. Mais cependant, ça existe, et en particulier aussi pour la chirurgie des sarcomes, etc. Donc, on a eu déjà à traiter dans le service d'Agnès des cas, évidemment, c'est à chaque fois très très lourd, hein, que ce soit à la suite d'AVP, d'accidents de tondeuse, voilà, enfin, c'est des traumatismes multiticulaires graves, et puis les sarcomes, parce qu'ils sont effectivement aussi centre de référence. Par ailleurs, il y a le professeur Franck Fitoussi qui sera aussi dans le séminaire de chirurgie des lambeaux faisant partie de l'école de chirurgie. Donc, pour toutes ces raisons, il était très intéressant et même indispensable d'associer les chirurgiens pédiatres à cette démarche. Jean-Claude Coffinal. Félicitations pour cette vision intégrative, etc. J'ai une petite interrogation. Je vois une spécialité qui me semble essentielle et qui n'est pas citée. C'est la chirurgie vasculaire, parce que dans toutes les reconstructions, la vitalité des tissus, l'ischémie et des choix, je veux dire, parce que ça rentre énormément dans la stratégie sur les possibilités de conservation, etc. Donc, voilà. Alors, la chirurgie vasculaire, bien sûr, les chirurgiens vasculaires, s'ils souhaitent faire partie de cette démarche, il n'y a aucun problème. Le fait, c'est que au quotidien, en fait, sauf sur les macro-replantations, effectivement, là, on travaille avec les chirurgiens vasculaires, et dans le cadre de la reconstruction des zones inguinales, etc. Bien sûr, on travaille avec les chirurgiens vasculaires, mais je dirais ce ne sont pas des partenaires au quotidien les plus proches. Par exemple, nous, au quotidien, on a eu un staff orthoplastique. Je sais que c'est le cas aussi à l'hôpital Percy, c'est-à-dire qu'il y a quotidiennement les traumatisés. Donc là, effectivement, il y a un flux de patients qui est assez important dans un CHU qui est centre de recours. Donc en traumatologie, eh bien, on est entre orthopédistes et plasticiens impactés. Les traumatismes vasculaires, bien sûr, il y en a, puisqu'il faut faire des pontages en urgence, etc. Mais c'est pas une démarche qu'on a au quotidien. Mais bien sûr, les chirurgiens vasculaires, c'est pour ça que je laisse ouvert cette chirurgie reconstructrice des membres ouverte aux chirurgiens vasculaires. L'idée, c'est que tous les chirurgiens, les pédiatres, les vasculaires et même d'autres, pourquoi pas d'autres tissus, pourquoi pas des chirurgiens digestifs aussi, parce que quand il y a des polytraumatisés, souvent il y a cette démarche aussi. Vous parlez des membres, hein, là. Donc, oui, mais les membres... Les digestifs sont moins... Non, je pense que dans une vision intégrative, je veux dire, même s'il n'y a pas au quotidien, je veux dire, c'est un élément essentiel, donc ça ne coûte pas grand-chose, je veux dire que ça soit intégré, et je pense en tout cas que pour la visibilité, ça donne une crédibilité beaucoup plus importante à l'aspect de la vision d'une reconstruction des membres. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'en tant que chirurgien vasculaire, je peux te dire que pour moi c'est fondamental. Pour avoir été exercé au CHU de Tours sur l'autoroute, on avait tous les polytraumatisés
qui se faisaient bricoler dans des petits hôpitaux. Ils revenaient pour la reconstruction vasculaire qui n'avait pas faite correctement. Et malheureusement, un certain nombre étaient amputés alors qu'ils auraient pu y échapper. Donc, je suis bien d'accord. Il y a une véritable... je partage l'idée de véritablement, ils font partie de la reconstruction des membres. Il y aura fondamentalement. Dans un des séminaires, on intégrera ça. Vous pouvez en parler à la Société française de chirurgie vasculaire, ils sont sûrement très, très volontaires. Très bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez retenir mon mail, parce que oui. Pour le moment, il n'y a pas de... Je peux te donner leurs coordonnées, c'est facile. Aussi, oui. Sur e-candidat, pour le moment, il n'y a pas, c'est-à-dire le système universitaire, pour le moment, ça n'est pas encore implémenté. Donc il faut envoyer un mail pour s'inscrire, soit à Adeline Cambon, soit à moi-même. Voilà, pour le moment, durant l'été, ce sera ça. Voilà. Et on démarre en novembre. Donc oui, je retiens votre remarque. Et de toute façon, comme le disait Eric, c'est une page blanche. Donc on va démarrer et puis on intégrera. L'idée, c'est vraiment de travailler en pluridisciplinaire. Donc on intégrera toutes les bonnes volontés et toutes les forces qui voudront se mêler dans la bataille. Moi, je voulais m'associer aux compliments qui vous ont été faits. Votre présentation est remarquable, l'idée est remarquable. J'ai une question d'ordre plus pédagogique. Vous avez choisi l'idée de faire un DU. Associant plusieurs villes, etc., des séminaires dans différentes villes. En ce moment, pas mal de facs réfléchissent à ces DU parce que les internes ne veulent pas toujours s'y inscrire à cause du coût. Il faut payer en supplément 700 €, il faut payer l'hôtel, il faut payer les transports. Et certains d'entre eux nous réclament plus des FST qui, outre le fait que ce soit gratuit, donnent aussi de la possibilité de plus opérer. Parce que là, j'ai vu qu'ils doivent présenter quelques cas cliniques, mais leur activité ne va pas être très importante, leur expérience de terrain. Et la FST donne plus de possibilités. Donc, est-ce que vous aviez réfléchi à ce modèle-là ou pas? Alors, il est plus facile, déjà ça n'a pas été simple, mais il est plus facile de créer un DIU. Alors, donc, il y a des créations de DIU, contrairement à tout ce qu'on a pu nous dire les années passées en disant qu'il n'y aurait plus de DIU, que ce serait que des FST. Il y a encore la création de DIU. La FST, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut s'inscrire, faire la démarche auprès du CNCEM, il faut ensuite que ça passe au niveau du ministère, que ça redescende. Et puis, l'écueil principal, c'est qu'il n'y a aucun financement. Là, les DIU, ils sont financés par l'inscription des étudiants. Et comme l'idée, c'est aussi d'inscrire des chirurgiens qui sont déjà formés, qui sont déjà installés, il y a aussi la formation continue qui va permettre de payer ça. Pourquoi? Pour payer les labos d'ANAT, c'est pas pour aller au resto, mais c'est pour payer les labos d'ANAT, ça coûte cher. On peut aussi avoir des partenaires, mais ça coûte cher, effectivement, un DU, y compris à organiser. Donc, pour offrir aux étudiants, aux apprenants cela, il faut des financements. Or, la FST, pour le moment, il n'y a pas de financement propre, universitaire ou FST. Pour les étudiants, c'est gratuit, donc ils sont très contents. Ouais. Et que là, il faut qu'ils participent un petit peu s'ils ne trouvent pas de financement autre. J'ai deux questions, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que le service de santé des armées, qui a une grande expérience de ces problèmes, fait partie intégrante de cette organisation? Oui, en la personne de Laurent Mathieu et d'Éric Bay. Ils font partie des intervenants. Des intervenants et des instances. Parce que c'est un DU ou c'est un diplôme interuniversitaire? Alors, c'est un diplôme interuniversitaire. Combien d'établissements universitaires Il y a pour le moment 2 établissements universitaires. Il y a Paris-Sorbonne et Université de Rouen. Parce qu'apparemment, à Percy, il n'y avait pas la possibilité d'inscrire en propre des étudiants. Par contre, des étudiants de Percy vont venir s'inscrire à Rouen ou à Paris, à Sorbonne. Mais il fallait bien démarrer quelque part. Et il était plus intéressant, parce que ça fait partie des écueils des universités. C'est-à-dire qu'une université ne veut pas créer un DIU pour 2 étudiants dans sa fac par an. Voilà. Ça ne rapporte pas assez d'argent. Ça ne rapporte pas assez d'argent, ça fait trop de travail administratif. Et donc,
il fallait pouler les étudiants. Donc on a décidé de démarrer par 2 facultés. Après, libre à, par exemple, Olivier Camusard à Nice, Philippe Hélissier à Bordeaux, de créer aussi un DU, parce que l'autre écueil et l'autre limite, c'est de ne pas avoir trop d'étudiants. Si on veut faire du labo d'anat, c'est maximum 32 étudiants. Parce qu'au-delà de 32 étudiants, la plupart des labos d'anatomie, c'est 6 tables. Après, ils ne vont pas faire assez de gestes. Donc l'idée de ce DU, c'est vraiment qu'il y ait de la pratique chirurgicale, et c'est ce qui est très apprécié des étudiants. Moi, je dirige maintenant un DU de chirurgie de la main. Et c'est sur ce même modèle, en fait, qu'on a construit le DI de chirurgie reconstructrice des membres. Parce qu'on est 8 facs et qu'on tourne en séminaire. Il n'y a pas de visio dans ce DIU de chirurgie de la main. C'est que des séminaires, ce qui permet de faire de la pratique. Et là, les étudiants, ils sont ravis. Ils demandent que ça, le labo d'anat. Oui. Merci, professeur Oquid. Merci à vous. Attends, je voulais poser une question. Excusez-moi. Je voulais d'abord vous féliciter pour cette initiative. Mais en réalité, il y a mieux à faire. C'est-à-dire que la question, en fait, c'est quels critères pour labelliser les étudiants que vous allez former, quels critères entre pairs vous allez définir. Parce que là, vous formez des étudiants, mais finalement, vous ne savez pas du tout si sur le terrain, ils vont être bons ou ils vont avoir les moyens de faire cette chirurgie spécialisée. Et donc, c'est le concept de la labellisation entre pairs. Vous faites une chirurgie spécifique, qui est une chirurgie complexe, lourde, vous l'avez très bien expliqué, multidisciplinaire. Et donc, quels sont les critères que vous estimez nécessaires pour pouvoir faire en France cette chirurgie? Je pense que vous connaissez tous, qu'il y a probablement un besoin de maillage. Vous êtes les seuls, c'est vous qui savez. Ce n'est pas la DGES, quand elle va décider qu'elle va mettre des autorisations pour faire cette chirurgie, qui va décider les critères. Et je vous le dis très à l'aise, puisque nous, lorsque nous avons commencé la chirurgie bariatrique, on les a vus arriver de loin. On s'est dit, ils vont nous embêter. Parce que c'est une chirurgie qui avait une espèce de réputation, enfin bon, et puis c'était des coûts pour la Sécu, enfin bon, bref. Donc nous avons décidé, entre pairs, de fixer les critères de prise en charge de ces patients. Bilan préopératoire, plateau technique, RCP, suivi, registre, etc. etc. Bon, je veux dire, voilà, bon. Et ensuite, nous avons labellisé les centres. Pour vous dire, il y avait un tiers des centres qui étaient labellisés, qui correspondaient aux critères, en particulier que les chirurgiens avaient fait un DU de bariatrique, par exemple. Un tiers qui était rejeté, parce que leur activité était insuffisante, ou parce qu'il n'y avait pas tous les critères, parce qu'ils n'avaient pas de correspondant diététicien, ou je ne sais pas quoi, et un tiers qui était probatoire, sur le thème si tu continues, tu vas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans plus tard, on a été convoqué au ministère de la Santé, pour dire on va mettre des autorisations en chirurgie bariatrique. Comment voyez-vous les choses? On a dit ben voilà, tiens, prends la copie, elle est là. On avait fixé un seuil à 100 par an, ils ont fixé un seuil à 50 par an. Or, nous sommes responsables de la prise en charge des patients, nous, médecins. Donc, nous sommes responsables du mariage territorial, nous sommes responsables de la formation de nos pairs, qu'elle soit initiale ou continue, et nous sommes responsables du plateau technique et des conditions dans lesquelles va être faite cette chirurgie. Or, vous avez un créneau, un périmètre qui reste peut-être d'ailleurs à définir, parce que on comprend bien le traumatisme du membre, enfin bon, où ça commence, où ça part. Hein. C'est une chirurgie manifestement complexe, multidisciplinaire, et je pense que vous avez tout intérêt à fixer entre vous les critères qui vous paraissent nécessaires pour réaliser cette chirurgie une fois que vous l'avez enseignée. Alors tout à fait. Le problème, c'est que là, on est sur le tout début d'une démarche. Non, mais or, il y a un véritable danger. À l'heure où, justement, tout le monde est filiarisé, où les vieux s'en vont en retraite,
cette démarche d'état d'esprit transversal se perd. Et donc là, il y a un vrai danger à réhabiliter la connexion entre les spécialités. Il faut le faire parce que, à l'heure où on parle, y compris entre les mondes civils et militaires, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, parce que au niveau territorial, on va parler tout à l'heure d'engagement majeur, etc. Si on parle de tout ça et que en même temps il y a un tissu qui se délite avec des gens qui savent plus travailler entre eux et qui sont là pour poser des prothèses et puis faire de la chirurgie bariatrique ou post-bariatrique, en fait derrière il n'y a pas de, ça va pas marcher en fait. Donc oui, absolument, il va falloir ensuite peut-être mieux formaliser, labelliser, etc. pour que les patients aillent d'emblée vers les bons centres. Mais là, on est surtout à réinstaller, à poser des points sur la carte pour effectuer ce maillage. On en est là, voilà, petit à petit, parce que ça sera à hauteur de quelques dizaines d'étudiants par an. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va intéresser les chirurgiens militaires, notamment, parce que les armes sont des armes de destruction pluritissulaires. Eric est particulièrement sensibilisé à ça. Il enseigne déjà au Cachirmex de ne pas faire d'erreur lors de la prise en charge initiale pour ne pas se couper les ponts pour la chirurgie reconstructrice. Un immense merci encore de m'avoir accueilli. Et c'est...